Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui. Donc ce webinaire est organisé par votre PCN Transport, donc qui est composé à l'heure actuelle de Thilo Schoenfeld et de moi-même Jean-Marc Zaccardi. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une présentation des appels à projets 2021 pour la destination 6 du cluster 5, donc destination 6 qui est dédiée aux solutions de transport et de mobilité intelligente pour les passagers et la marchandise. Alors en guise de préambule, très rapidement, comme vous le savez peut-être déjà, la version définitive du programme de travail pour le cluster 5 n'est pas encore connue à ce jour officiellement. Ça devrait être le cas d'ici la semaine prochaine, d'ici le 21 juin. Ce qui implique que toutes les informations que nous vous fournissons aujourd'hui, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, en fait, viennent de la version préliminaire qui a été diffusée par la commission et relayée sur le site du ministère notamment, mais qui n'est qu'une version préliminaire. Donc même si les modifications attendues ne devraient pas être trop importantes, gardez en tête qu'il s'agit bien d'une. Alors, vous pourrez poser au cours de ce webinaire à tout moment vos questions en utilisant le chat de Teams. Donc, nous aurons une séance de questions-réponses après l'exposé des différents appels à projets. Sachez également que ce webinaire est enregistré. Vous l'avez peut-être constaté, l'enregistrement a déjà démarré. Donc, l'enregistrement sera mis en ligne sur le site horizoneurope.gouv.fr, donc qui est hébergé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et sachez également que la présentation que nous vous faisons aujourd'hui vous sera également diffusée. Donc vous serez informé lorsque la présentation et l'enregistrement seront disponibles. J'y reviendrai à la toute fin du webinaire, mais sachez que c'est le cas de l'ensemble des webinaires qui sont organisés soit directement par le ministère, soit par les différents réseaux de PCN. Alors un mot sur l'agenda pour aujourd'hui avant de passer la parole à Thilo. Donc Thilo démarrera ce webinaire avec une introduction générale au cluster 5, donc pour vous rappeler ses caractéristiques principales et les différentes destinations qu'il compose. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons les appels à projets de la destination 6 pour 2021 uniquement. Donc nous reviendrons plus tard dans l'année sur les appels à projets 2022. Pour cette première série de webinaires, nous nous focalisons sur les appels 2021. Et dans un troisième temps, nous conserverons environ un quart d'heure en fin de webinaire pour vous faire profiter d'un témoignage d'un acteur français. Donc aujourd'hui, c'est Monsieur Théo Charbonneau qui vient partager avec vous son retour d'expérience au sein de l'UTAC-CERAM Millbrook, pour vous faire partager plutôt le volet exécution de projet. Donc pour ceux qui ont assisté au webinaire la semaine dernière, vous aviez plutôt eu un témoignage sur la partie montage de projet. Cette fois-ci, ce sera plus sur l'exécution d'un projet dans le cadre du H2020. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à Thilo pour entrer dans le vif du sujet. Merci Jean-Marc. Je vais donc partager également mon écran. Je vais mettre en mode. Donc l'objectif, c'est en effet de vous présenter aujourd'hui la destination 6, celle du cluster 5, donc qui concerne une deuxième partie, on va dire, du sujet de la mobilité et du transport. Après notre webinaire qui s'est tenu jeudi dernier concernant la destination 5. Une petite introduction sur la structuration du futur programme de recherche et développement Horizon Europe que vous voyez à l'écran. Donc le cluster 5 fait partie du pilier 2 qui aura le plus gros du budget total pour mener des projets de R&D. Sachez que d'autres sujets qui touchent le transport, la mobilité peuvent être présentés à travers des programmes de travail, notamment du cluster 4, du cluster 6. Et vous trouvez également à gauche, dans le pilier 1, les actions relativement bien connues désormais, typiquement Marie Curie, pour la recherche avec un TRL relativement faible, ou alors plutôt à droite, dans le pilier 3, dans les actions plutôt orientées vers l'innovation.
Globalement, le budget est relativement conséquent pour le cluster 5 avec 15 milliards sur la durée du programme cadre, avec une ventilation à droite pour la mobilité de 7 milliards d'euros qui, grosso modo, 1 milliard par année. Une deuxième planche d'introduction qui vous présente en une seule slide le nombre d'appels qui sont prévus pour être publiés soit 2021 en bleu, soit prévus pour 2022 en rouge. Ce qui est intéressant, voire important ici, de voir qu'il y a des sujets, notamment dans la destination 2, qui n'est pas les sujets d'aujourd'hui, certes. Il y aura 0 appel en 2022, donc si vous êtes intéressé par certaines thématiques, il faut à tout prix donc essayer de reprendre dès cette année, sachant que quand on indique 2022, il s'agit des appels à projets qui sont pour l'instant attendus pour la fin de cette année, voire dès le mois de novembre. L'information principale pour vous aujourd'hui, peu importe le sujet et la destination, c'est l'ouverture qui est prévue désormais pour le 24 juin avec une première clôture annoncée pour le 14 septembre, sachant que pour la destination 6, la date limite est annoncée pour le mois d'octobre. Vous avez également, comme disait déjà Jean-Marc, ce qui est souligné en bas, seules les informations fournies via les sites de la Commission européenne, notamment le programme de travail en anglais, font foi et qui sont officielles. Donc, on ne s'engage pas à ce que nos planches soient à 100% correctes. On l'espère cependant. Une troisième planche d'intro sur le budget par destination. Vous voyez que 40% sont destinés quand même aux actions concernant l'énergie. 17% du budget du cluster 5 dédié aux modes de transport, qui sont essentiellement les destinations 5 et 6, avec un budget assez bien équilibré entre les appels à projets 2021 et 2022. Sachez également que, en plus du programme Travail Horizon Europe, il y a, comme déjà dans le passé, les entreprises communes et les partenariats, ça va être appelé dans le cluster 5, qui concernent les actions, comme vous connaissez pour l'aviation, par exemple, qui était Clean Sky, qui s'appellera Clean Innovation. Thilo, oui. Excuse-moi de t'interrompre. Tu as un petit carré en bas à droite, en fait, sur ta fenêtre, qui gêne un peu la lecture des transparents. Si tu peux la réduire, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Marc, désolé. Donc, je disais en plus, et c'est pas vraiment en plus, parce que notamment pour l'aviation, le plus gros du budget pour financer la R&D sera à nouveau disponible via des actions comme Clean Innovation, et c'est valable en partie aussi pour d'autres modes de transport, notamment pour le rail, car Horizon Europe ne prévoit aucun appel concernant les rails ou les ferroviaires. Tout sera disponible via le Shift to Rail, le remplaçant de Shift to Rail qui s'appellera Transforming Europe Rail System. Vous avez à droite des programmes comme 2.0 ou le Waterborne ou CCAM, qui sont des actions qui sont menées en coopération avec Horizon 2020 et dont les sujets et le budget sont combinés avec le budget de Horizon 2020. Horizon Europe, excusez-moi. Et au milieu, des partnerships qui sont cofinancés également via Horizon Europe et l'action, le joint undertaking, l'entreprise commune entre les industriels et la Commission européenne. Alors plus spécifiquement sur la destination 6 qui propose donc aux porteurs de projets de répondre aux appels à projets concernant les services de transport et de mobilité intelligente sûre et résiliente pour les passagers et les marchandises. Donc, ce qui est un peu nouveau par rapport au passé, c'est que maintenant, désormais également des modes de distribution de marchandises deviennent au centre des activités. Contrairement à la destination 5, qui était plus orientée vers la techno et développer des moteurs, des batteries, etc., la destination 6 est plus orientée vers les systèmes de transport et vers les passagers et marchandises. Donc, trois sujets seront abordés à travers la destination 6, donc l'objectif
global, Main Impact en anglais, ce sont des systèmes de mobilité sûrs, transparents, intelligents, inclusifs, résilients et durables pour des personnes et des biens grâce à des technologies et services centrés sur l'utilisateur, donc le passager ou le conducteur de camion, y compris les technologies numériques et les services avancés des navigations par satellite. Donc en gros, il s'agit de bien et de mieux développer les véhicules autonomes, connectés, etc. Et aussi travailler sur l'acceptation par la population, par la société de ces types de modes de fonctionnement de transport. Donc il sert à l'objectif, en gros, de créer une mobilité davantage centrée sur les utilisateurs et tout en augmentant la sécurité, en réduisant la congestion et en contribuant à la décarbonisation forcément. Donc l'axe 1, la mobilité connectée, coopérative et automatisée, sera présenté tout à l'heure par moi-même, alors que Jean-Marc présentera des sujets qui sont en lien avec les axes 2 et 3, le système de transport multimodal, voit les objectifs de la Commission européenne vers un objectif assez ambitieux de zéro décès à l'horizon 2025 via les modes de transport. Deux planches qui résument à travers une fiche Excel les sujets qui sont ouverts à travers l'appel à projet qui va ouvrir le 21 juin de cette année et qui vous donne une idée sur les budgets attendus par projet et par sujet au total et avec la colonne, la troisième de la droite, du nombre de projets qui est attendu d'être financés à travers de cette action, un nombre de projets qui n'est pas très élevé parce que ça oscille entre un ou deux projets qui est attendu d'être financés. Vous avez Type of Action dans la colonne, la troisième de la gauche, IA ou RIA, c'est deux types d'actions, Innovation Action pour IA et Research Innovation Action pour RIA, dont la différence, c'est grosso modo le TRL qui est envisagé en fin de projet. Pour les IA, c'est plus près du marché, avec un TRL relativement élevé, et souvent avec un financement pour les acteurs privés qui ne sera pas à 100%, mais plutôt autour de 60%. Donc pour chaque topic, nous allons vous préciser le mode de financement, les types de projets, etc. Donc, c'est valable également donc, pour les sujets 7 à 9 concernant le transport multimodal, ainsi que pour les sujets 10 à 13 concernant la sécurité et la résilience. Donc, pour le premier axe 6.1, la mobilité connectée, coopérative et automatisée, en anglais CCM, pour Connected, Cooperative and Automated Mobility. On verra cet acronyme CCM tout le long des 6 sujets que je vais vous présenter par la suite, qui sont vraiment au cœur des actions, donc qui visent à accélérer la mise en œuvre des technologies de ces types de systèmes d'innovation relatifs à la mobilité connectée, coopérative et automatisée. Les objectifs et les impacts qui sont attendus par la Commission européenne à travers de vos projets que vous comptez monter sont adressés la robustesse, notamment la résilience améliorée de ces technologies des systèmes de transport automatisés, une interaction sécurisée et fiable entre tous les usagers de la route, donc les particuliers, mais aussi des camionneurs, les véhicules conventionnels, des véhicules donc des particuliers, mais aussi des camions et des camionnettes, les infrastructures et des services pour obtenir un flux de transport plus sûr et plus efficace. Donc, en gros, il s'agit aussi de préparer un peu l'opinion publique à des véhicules autonomes sans conducteur, notamment pour le transport de marchandises. Il s'agira également de travailler vers une CCM homogène, abordable et axée une fois plus sur l'utilisateur et des livraisons de marchandises pour tous avec une forte acceptation par le public et avec une compréhension claire de ses avantages et ses limites. Tout ça donc basé sur les besoins et les demandes de mobilité dans la société en transition numérique, mais aussi concernant bien sûr l'environnement. À travers ces actions, il s'agit également de mieux coordonner les activités de recherche et innovation, ou recherche, développement et innovation à test à grande échelle, c'est-à-dire à travers toute l'Europe, et de créer une base de connaissances élargie concernant ces technologies. Et bien sûr, comme pour toute action presque derrière les programmes européens, c'est d'assurer et de renforcer les leaderships européens, industriels et scientifiques à travers des actions qui sont proposées.
Alors, pour les six projets ou appels à projets qui concernent cet axe 6.1, la 1.1, et donc, comme je disais tout à l'heure, une action d'innovation, une IA avec un TRL attendu en fin de projet des 6 à 7. Et donc, dont le financement, le funding n'excédera pas 60% pour les acteurs privés, hors les PME qui sont toujours financés à 100%. Ce qui nous vaut également par rapport au programme cadre précédent, c'est la Commission européenne, si possible, préconise une limitation, question de réduire la taille des dossiers, donc limité à 70 pages, qui est recommandé pour ce type de dossier, avec un financement attendu de 2 projets. On repense à cet appel, qui concerne donc de proposer des solutions de technologie embarquées, de perception et des prises et des décisions plus puissantes et plus fiables pour répondre à des conditions environnementales complexes. L'objectif, tout ce qui est écrit dans le programme de travail en anglais. D'ailleurs, une petite parenthèse, nous conseillons de rester proche du programme de travail dans sa version d'origine, c'est-à-dire en anglais. Il y a toujours des risques d'erreur pour la traduction. Et typiquement, quand on voit ce qui est écrit ici comme scope en une seule phrase, c'est très compliqué à traduire. Donc, je me suis comme aventuré de proposer une traduction. Donc, les actions proposées qui devraient donc ici porter sur le développement et la démonstration de systèmes de perception embarqués puissantes et fiables, ainsi capables d'auto-évaluation, ainsi que des systèmes de prise de décision embarqués en temps réel, à la sécurité intégrée et sans ambiguïté, puis traçable pour les valeurs surconnectées et automatisées. Alors, le message, c'est surtout ici de vous indiquer que dans le programme de travail, vous trouvez une liste relativement longue de bullet points, comme on dit, qui sont ici listés en synthèse en 5 bullet points dans les expected outcomes. Mais il y manque un 6e sur cette planche que j'aurais tendance à appeler etc. Parce qu'il convient souvent de bien prendre en compte tous les bullets. Souvent, il y en a 8 jusqu'à 10 dans le programme de travail, dans sa version en anglais. Donc, il est important de respecter tout ce qui est demandé dans le programme de travail, de répondre à tous les bullet points qui sont proposés dans le programme de travail. Parfois, il est indiqué hors, si vous avez le choix, mais souvent, c'est exclusif, il faut répondre à tout le sujet. Le deuxième sujet concerne une recherche un peu plus en amont avec un TRL attendu en fin de projet des 5. C'est les actions de recherche et innovation, RIA, avec un financement à hauteur de 100% pour tout acteur, donc privé ou public, avec un financement attendu de 1 ou 2 projets. Donc ici, l'axe 01-02 concerne de développer des technologies, des approches communes pour la validation et la sécurisation de ces systèmes CCAM, avec un scope qui vise donc des actions qui devraient développer un environnement de simulation communément accepté et harmonisé pour permettre les tests virtuels des fonctions des systèmes CCAM. Il est également important et le sujet vise également à soutenir, à aider la Commission européenne de travailler vers des recommandations pour harmoniser, standardiser et homologuer les actions concernant les CCAM. Le troisième bullet, à nouveau, concerne des actions d'innovation, donc le financement à hauteur de 60% pour les acteurs privés hors PME et un TRL attendu à hauteur de 6 à 7 en fin de projet. La Commission prévoit en gros de financer 2 projets. Il s'agit de proposer des infrastructures physiques et numériques de la connectivité et la coopération permettant de soutenir une fois de plus les CCAM, donc ce qui est une fois de plus la mobilité surtout autonome et connectée. Ce qui est important ici, ce sujet il est coupé en 2 parties, une RIA A ou une RIA B. Donc là, il y a le choix. Alors, pour les autres sujets qui vont suivre, c'est surtout A et B. Ici, vous avez A ou B. Donc, le sujet A, c'est les Physical and Digital Infrastructure qui supportent le CAM. Et l'objectif, les actions doivent
proposer des architectures de services qui vont fournir et soutenir les PDI, améliorer la fonctionnalité des véhicules hautement automatisés en soutenant leur capacité à capter, planifier et agir. Donc c'est un sujet relativement technique qui concerne donc la façon comment les véhicules autonomes peuvent s'insérer dans un trafic, dans le trafic. Alors que l'action B concerne plutôt également la mise en place et la connectivité, la coopération des fournisseurs de CRM dans une gestion de trafic améliorée, avec un scope de proposer des solutions qui visent à tester les conditions de trafic réels et fournir des données via des canaux de communication provenant des sources externes, pas uniquement des véhicules, tout en garantissant l'interopérabilité et la continuité des services, etc., comme c'est écrit sur la planche et dans sa version d'origine en anglais. Le sujet 0104 vise à assurer une CM résiliente et surtout, ce que j'ai tendance à dire en traduction, cybersécurisée. Il s'agit ici donc à nouveau des projets de recherche et innovation avec un TRL relativement faible de 5 et à hauteur de 2 projets qui sont financés par la Commission européenne. Avec un scope, donc un objectif à dire qui est souhaité par la Commission européenne de proposer des actions de recherche et de développement qui devraient développer et valider des méthodes et des outils qui renforceront la sécurité des solutions et développer des interfaces et des protocoles harmonisés. Donc, le mot-clé, ça aussi, c'est des interfaces harmonisées et des protocoles harmonisés et travailler donc vers une harmonisation à travers des opérateurs en Europe. Ici, les actions doivent également aborder l'évaluation continue de la robustesse et de la résilience des solutions de la mobilité compatible CCAM et prendre en compte toute la chaîne de valeur et de la sécurité à chaque niveau. Donc, une fois de plus, ce qui est au cœur du sujet ici, c'est de proposer des dossiers des R&D qui visent surtout les sujets concernant la cybersécurité. Le cinquième sujet de l'axe 6.1 concerne une analyse des impacts socio-économiques. Donc là, c'est plus orienté donc, vers les aspects socio-économiques et environnementaux et évaluer des aspects sociétaux des citoyens et utilisateurs. Donc, les véhicules en question sont proposés des projets des RIA, financement 100%, et à peu près 2 ou 3 projets qui sont financés. Et ici, on trouve dans le programme de travail un découpage en 2 domaines, sous-domaines des RIA A et RIA B. Et vous avez le choix entre les 2 sujets. Le premier est plutôt orienté donc, vers les aspects socio-économiques et environnementaux. Il faut développer des méthodes d'évaluation de l'impact de ces systèmes de transport, alors que l'axe B, RIA B, c'est plutôt un objectif de prendre en compte tous les groupes d'utilisateurs, c'est plus sociétal, les citizens, les citoyens. Donc, prendre en compte tous les groupes d'utilisateurs et tous les objectifs sociétaux dans les phases de conception et développement de ces solutions CCRM. Donc ici, vous avez le choix entre 2 thématiques afin de répondre à cet appel à projet. Le 6e sujet est également sont attendus des projets type RIA avec un financement attendu à hauteur de 6 millions d'euros pour le projet. A priori, un seul projet sera financé. Et le sujet ici sera de présenter un cadre pour une meilleure coordination des projets pilotés, des démonstrations à grande échelle en Europe et aider la Commission européenne à créer une base de connaissances à travers l'Europe. Donc ici, il y a en anglais must address, donc vous avez l'obligation d'adresser à la fois le secteur A, RIA A et RIA B. Donc RIA A, donc travailler vers
une vue d'ensemble des méthodologies et d'évaluation au niveau européen et leurs instances de test, développer un cadre et une méthodologie d'évaluation commune avec des indicateurs communs pour les pilotes de démonstration à grande échelle. Alors que le secteur B, R et AB vise donc à établir une base de connaissances européenne à l'échelle de la Commission européenne, de l'Union européenne, afin d'établir une étroite coopération avec des partenaires CAM, qui est donc un partenariat dont je parlais tout à l'heure en introduction. À part les actions, devraient également établir un réseau d'experts dans les différents domaines thématiques concernant la recherche et le développement sur le CAM et accorder une attention particulière aux activités d'une coopération internationale. Donc, il est également important ici, dans la deuxième partie de cette thématique 06, de prendre en compte une coopération à l'échelle internationale. La planche suivante, je pense que c'est Jean-Marc qui va reprendre. Oui, merci Thilo. Je profite juste de cette transition là, pendant que je repartage la présentation pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez sur le chat de ce webinaire. Donc, je vais juste enlever ça. Thilo, est-ce que vous voyez tu vois la présentation de ton côté? C'est bon. Parfait, merci. Donc n'hésitez pas, comme je le disais, à poser vos questions sur le chat. Nous devrions avoir assez de temps aujourd'hui pour tenter d'y répondre, au moins après la présentation des différents appels. Donc je vais prendre la suite avec la deuxième thématique de cette destination 6, qui s'intitule Système de transport multimodaux et durable pour les passagers et les marchandises. Donc les appels qui seront proposés dans le cadre de cette sous-thématique, disons, devront permettre de poursuivre le développement d'un système de transport multimodal avec certains mots-clés que nous avons mis en évidence ici. Donc par le biais d'une logistique, tout d'abord, d'un transport de marchandises qui concernera différentes échelles, puisqu'on parle de transport de marchandises à longue distance, mais aussi de transport urbain, et aussi par le biais d'infrastructures, donc qui seront à la fois physiques et numériques, pour permettre en fait des opérations de transport plus intelligentes et pour optimiser l'efficacité globale du réseau. Donc, dans le cadre de cette thématique, vous avez en 2021 3 appels à projets. Pour votre information, vous en aurez 7 en 2022 dans cette sous-thématique. Et donc dès 2021, les appels à projets couvrent des thématiques assez diverses et les impacts principaux qui sont attendus ici concernent tout d'abord les infrastructures physiques et numériques pour permettre l'implémentation d'une mobilité multimodale qui soit propre, bien entendu, accessible, abordable, connectée et automatisée également. Vous avez bien entendu un attendu important sur le développement du transport de marchandises et de la logistique associée à différentes échelles, à la fois pour de la longue distance, pour du transport régional et aussi pour du transport urbain. Donc vous verrez un exemple concret avec les appels que je vous présenterai dans la suite. On parle aussi d'interconnectivité, notamment avec des choses comme les unités de transport multimodales. Un objectif aussi sur la réduction des coûts externes du transport de marchandises, urbain, périurbain et longue distance. Donc, en guise d'exemple, par coût externe, on entend l'impact des embouteillages, par exemple, l'impact aussi des collisions routières, pour vraiment essayer de maximiser l'efficacité de ce transport multimodal à l'échelle globale. Et vous verrez aussi une déclinaison au sein de cette sous-thématique concernant en fait le renforcement des capacités locales et régionales ou régionales en matière de gouvernance et d'innovation pour la mobilité urbaine et pour la logistique. Donc un support, disons, à ces capacités locales qu'il va falloir développer. Donc 3 appels pour 2021, comme je le disais, donc l'appel numéro 7, le topic numéro 7 est une IA avec un niveau de TRL assez élevé, 7 à 8 en fin de projet. Donc il s'agit systématiquement des niveaux de TRL que vos projets devront démontrer en fin de projet.
Donc celui-ci s'intitule « Nœud de transport multimodal de marchandises plus efficace et plus performant pour accroître la flexibilité et la visibilité des services et réduire le coût moyen du transport de marchandises ». Donc là, le focus, c'est vraiment sur les nœuds de transport. Donc d'augmenter en fait disons l'efficacité de ces nœuds de transport, de maximiser l'utilisation de ces nœuds de transport. Donc le point que nous avons décidé de mettre en avant aujourd'hui dans le scope de ce projet concerne essentiellement le fait que ces projets en fait devront s'inscrire dans une certaine continuité par rapport à d'autres actions, donc, par exemple à des projets H2020 ou par rapport à d'autres actions qui ont déjà été initiées dans le cadre d'une coopération nationale et pas uniquement d'actions uniquement européennes, ou encore, ce n'est pas mentionné ici, dans le cadre du CEF, donc du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Et il est bien indiqué dans le scope que toutes ces autres actions en fait doivent être prises en compte pour vos projets. Donc je me permets d'insister à nouveau sur quelque chose que Thilo a déjà mentionné. Notre objectif, c'est de vous présenter dans les grandes lignes les différents appels à projets, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas mettre toutes les informations sur un seul slide. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pour essayer de garder un message qui soit, disons, assez simple à assimiler, mais dans tous les cas, vous devez vous reporter en fait à la version détaillée du programme de travail et aux appels à projets pour voir en fait tout ce qui est attendu en termes de scope et en termes d'expected outcome, donc de résultats principaux attendus. Donc là, concernant les résultats principaux attendus, nous avons mis l'accent sur la gestion efficace et durable des marchandises et du fret. Alors sur différents types d'infrastructures, vous voyez que l'appel mentionne à la fois les ports, les aéroports et les ports pour la navigation intérieure. Vous voyez aussi avec le deuxième bullet point un accent sur l'automatisation de ces nœuds de transport. Donc dans le cadre, on va dire, de la digitalisation du transport. Une notion importante aussi sur l'interopérabilité et l'interconnexion, disons, des process. Donc je mentionnais tout à l'heure typiquement au travers de la gestion des unités de transport intermodales et du transport et du transbordement de marchandises dans ces nœuds de transport multimodal. Donc l'idée étant, de manière très synthétique, comme vous le voyez sur le troisième bullet point, de mieux intégrer en fait les différents types de transport dans la chaîne logistique, aux différents nœuds. Le deuxième appel dans cette thématique est relativement différent en fait, puisqu'il concerne les nouvelles méthodes de livraison et les nouveaux modèles commerciaux opérationnels pour verdir le dernier kilomètre et optimiser le transport routier. Donc vous retrouverez ça dans le scope, mais l'idée ici c'est d'adresser à la fois des aspects véhicules et des aspects, disons, plutôt méthodologiques pour optimiser cette livraison sur le dernier kilomètre. Et de montrer aussi comment les solutions qui sont proposées peuvent être dupliquées dans différentes villes. Donc là, du point de vue véhicule, pour vous donner quelques exemples, les vélos électriques et les vélos cargo sont par exemple évoqués dans le scope de cet appel à projet. Et du point de vue des méthodes et des outils, vous retrouverez par exemple du e-routing dynamique, par exemple, la gestion des box de livraison aussi, et bien entendu toute solution en fait qui permet d'atteindre une livraison en fait à zéro émission dans un contexte urbain doit être considérée dans cet appel à projet. Donc comme vous le voyez sur le premier bullet point, on se focalise essentiellement sur le transport urbain et périurbain avec des démonstrations qui sont attendues dans ce qu'on appelle des living labs. Donc pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec cette appellation, disons qu'il s'agit d'un laboratoire ouvert, comme son nom l'indique en anglais, ouvert dans le sens où il permet une meilleure inclusion des citoyens et des utilisateurs, en fait. Et il est demandé de faire une démonstration dans au moins 3 Living Labs. Et une petite mention qui n'est pas précisée ici, mais vous trouverez dans l'appel à projet, c'est qu'au moins l'un de ces laboratoires vivants doit correspondre à une zone géographique qui subit un changement économique relativement rapide et un changement sociétal. Et ces différentes démonstrations, en fait, doivent aussi démontrer de la coopération entre des opérateurs logistiques, les commerces locaux, par exemple, et les gestionnaires, disons,
de mobilité dans des contextes urbains et périurbains. Le troisième appel, il est dédié à la navigation intérieure, donc il s'intitule « Infrastructure de transport résistante au climat et écologiquement durable », avec un focus sur les voies navigables intérieures. Là, l'objectif de cet appel, c'est de renforcer la résilience et la fiabilité des infrastructures de navigation intérieure, en proposant de nouvelles solutions pour augmenter, ou tout du moins, on verra dans la suite, conserver un bon rendement de ces infrastructures lors d'événements météorologiques extrêmes, d'améliorer l'intermodalité pour affronter ces événements, la résilience, la sécurité et la sûreté, donc à la fois pour le transport de passagers et de marchandises. Donc là, il est question, par exemple, dans les résultats attendus, d'assurer un certain niveau de performance pour cette navigation intérieure, indépendamment des niveaux d'eau auxquels les embarcations devront faire face, d'assurer une navigabilité pour cette navigation intérieure d'au moins 50% lors d'événements climatiques extrêmes, une résilience et un fonctionnement souple, disons, à la fois pour les passagers et pour le transport, grâce à ces infrastructures optimisées. Et un dernier bullet point ici qui a été mentionné, alors dans un cadre d'économie circulaire, vous trouverez également dans cet appel à projet un objectif en termes de réutilisation de matériaux recyclés pour ces infrastructures de transport, donc au moins 30% de matériaux recyclés. Donc là, on est vraiment dédié à de la navigation intérieure avec des stratégies qui visent à augmenter la résilience de ces infrastructures, voire même à proposer des infrastructures temporaires en cas d'événements météorologiques extrêmes. Donc vous retrouverez tous ces détails dans l'appel détaillé. Donc voilà pour les 3 appels sur le transport multimodal. La dernière thématique dans la destination 6 concerne la sécurité et la résilience, donc pour laquelle vous avez 4 appels à projets en 2021 et de mémoire 3 en 2022. Là, l'objectif, c'est de réduire drastiquement le nombre d'incidents et de décès dans les transports, donc avec en tête l'objectif Vision Zéro de l'Union européenne, donc qui est de se rapprocher de 0 décès, 0 blessures graves d'ici à 2050 dans le transport routier. Donc, sachant que les impacts qui sont attendus en fait dans cette thématique ne concernent pas que le transport routier, donc le transport routier est bien entendu concerné, avec la sécurité, notamment dans les zones urbaines. Donc vous aurez 2 exemples dès les appels 2021. Donc le premier aspect concerne l'amélioration de la fiabilité et des performances des systèmes qui visent à anticiper et minimiser les risques de sécurité. Donc vous verrez notamment sur le premier appel un volet sur la sécurité des véhicules légers. Vous avez aussi un deuxième aspect qui concerne la réduction du nombre de tués et de blessés graves lors d'accidents de la route dans certains pays d'Afrique à revenus faibles et intermédiaires. Et là aussi, vous aurez un appel dès 2021 sur cette thématique. Donc, comme je le disais, le transport routier n'est pas le seul à être concerné ici. Le transport par voie d'eau est aussi concerné, avec un appel en 2021 concernant les paquebots essentiellement. Donc de manière générale, il s'agit d'assurer un transport maritime sain et en évitant et en atténuant la propagation des maladies contagieuses et des infections, donc faisant écho bien entendu à ce que nous avons vécu ces derniers mois. Et puis il y a aussi le domaine de l'aviation qui est concerné par la sécurité et la résilience. Ici, l'objectif c'est de diminuer le nombre d'accidents et d'incidents dus à des facteurs, alors disons plutôt humains et d'automatisation pour 2021, mais ça pourrait également être le cas de facteurs organisationnels, pour limiter, éviter les dangers pendant toutes les phases de vol. Je vais y revenir puisque même là, donc vous aurez un appel en 2021. Alors le topic numéro 10 concerne le transport routier. Pour commencer, donc il s'agit d'une RIA qui vise à tester des véhicules légers, sûrs, et à améliorer leur sécurité, notamment au travers des interfaces homme-machine dans le futur système de circulation, donc le traffic system. Donc là, nous n'avons pas pu vous reporter tous les détails de cet appel à projet, puisque comme vous le voyez, en fait, vous avez 2 sujets possibles à traiter, donc c'est bien soit l'un, soit l'autre. Le premier sujet A concerne le test de véhicules légers sûrs.
avec un point que nous avons choisi de mettre en évidence ici, qui concerne le nombre de crash tests significatifs qui devra être réalisé. Donc les actions doivent permettre d'analyser les scénarios de crash dans le futur, en considérant par exemple les défaillances potentielles des systèmes de sécurité active, ou en considérant aussi le fait que dans les années à venir, nous aurons une situation, un trafic mixte, où des véhicules autonomes ou semi-autonomes vont cohabiter avec des véhicules conventionnels, disons, pendant un certain nombre d'années. Donc il faudra aussi tester, en fait, prendre en compte cette particularité du trafic dans les années à venir. Et le deuxième sujet que vous pouvez choisir de tester concerne les interactions homme-technologie dans le trafic, notamment en concevant et en développant des interfaces homme-technologie qui soient intuitives, compréhensibles et qui ne soient pas distrayantes en fait pour les utilisateurs. Donc comme vous le savez, vous avez de plus en plus de technologies embarquées dans vos véhicules, dans vos smartphones. Donc un des objectifs, c'est aussi de développer des technologies qui ne soient moins distrayantes pour les utilisateurs, pour avoir un usage le plus sûr possible sur la route. Le deuxième sujet qui concerne aussi le transport routier s'adresse, comme je le disais, au transport routier dans certains pays d'Afrique. Donc il est question d'améliorer radicalement la sécurité routière dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire en Afrique. Donc pour faire face au nombre important de routes, de morts sur la route en Afrique, cet appel en fait va demander une participation équilibrée entre les partenaires européens et africains. Donc l'idée, c'est aussi de soutenir et de renforcer en fait les capacités de ces pays à faire face à cette problématique-là. Donc vous retrouverez des objectifs chiffrés dans cet appel à projet. Donc il est question notamment de contribuer à une réduction de 50% du nombre de morts ou de blessés graves sur les routes en 2030 dans ces pays d'Afrique. Il est aussi question en fait de contribuer à l'implémentation de recommandations d'actions en fait qui ont déjà été publiées en 2020. Donc là encore, je vous encourage à lire dans le détail l'appel à projet pour voir de quoi il est question précisément, mais sachez que vous devez intégrer, si vous décidez de proposer un projet, vous devez intégrer en fait ces recommandations dans vos projets. Et il est question aussi, en termes de résultats attendus, de concevoir, de mettre en œuvre en fait des politiques, des mesures, des politiques de sécurité routière dans ces pays, et de faire la démonstration en fait, alors à une petite échelle, il est indiqué, de l'implémentation en fait de ces solutions que vous proposez de mettre en œuvre. Donc des démonstrations à petite échelle, mais à différents niveaux, national, régional et ville, et en incluant les parties prenantes locales. Le troisième appel concerne toujours la sécurité et la résilience, mais plutôt pour le transport maritime, puisqu'il est question de lutte contre les maladies infectieuses dans les grands paquebots. Le premier point que nous avons choisi de mettre en évidence aujourd'hui concerne l'implication, la contribution en fait des sciences humaines et sociales dans cet appel à projet. Donc il ne s'agit pas uniquement d'une action technique, il ne s'agit pas d'une proposition technique uniquement qui est attendue par la Commission, mais bien aussi d'une forte implication et contribution des sciences humaines et sociales. Donc là, vous avez deux aspects possibles. Donc il va falloir traiter, comme vous le voyez, soit l'un, soit l'autre. Mais pour chacun des aspects, en fait, dans l'appel à projet, vous retrouverez un ensemble de tâches listées. Et il est demandé de couvrir toutes les tâches qui sont listées. Une fois que vous avez sélectionné un des aspects, il va falloir couvrir toutes les tâches. Donc le premier aspect concerne le contrôle des infections à bord des paquebots. Donc là, il est demandé de développer et de faire la démonstration de solutions qui permettent d'améliorer la prévention et la gestion en fait de ces maladies à bord,
Donc on en a eu des exemples récents, donc ça fait directement écho à ce qui s'est passé l'an dernier. Et il est aussi demandé de faire une distinction, par exemple, entre ce qui peut être mis en place dans les ferries tels qu'ils sont déployés en Europe ou les grands bateaux de croisière, qui ne se limitent pas à l'Europe. Et le deuxième aspect, lui, concerne plus la conception des navires, puisque là, il est question de trouver des solutions qui permettent de limiter la propagation des infections. Donc, ces actions de recherche pourront regarder, par exemple, ce qui peut être fait au niveau des systèmes de ventilation de ces paquebots pour limiter la propagation des infections ou encore au niveau des pratiques de désinfection. Sachez également que sur le volet technologique, vous pouvez aussi proposer des systèmes innovants pour permettre la détection de façon précoce en fait, de ces infections à bord. Donc toute solution, par exemple, à base d'intelligence artificielle ou de ce qu'on appelle communément Big Data, peut aussi être proposée dans le cadre de cet appel. Et vous avez un dernier appel, donc plutôt orienté sécurité du transport aérien, cette fois-ci, donc qui s'intitule Automatisation sûre et facteurs humains dans l'aviation, intégration et assistance intelligente. Donc là, l'idée, en 2 mots, c'est d'anticiper sur la future forte automatisation du transport aérien en le regardant sur le prisme en fait, de la sécurité. Donc en incluant de nouveaux services et de nouveaux véhicules comme les drones, par exemple. Donc là, il est question dans les résultats attendus de proposer un meilleur suivi à la fois du système, donc de la machine, disons, mais aussi des performances humaines en parallèle. Il est question de trouver des solutions pour éviter les surprises liées à l'automatisation des systèmes pour que en fait, cette assistance par l'automatisation se fasse de manière intelligente et transparente, si je puis dire, à la fois pour les opérations au sol et pour les opérations au cours du vol. Ça implique également un attendu au niveau de la configuration des équipes et des équipages pour tenir compte en fait de ce nouveau membre de l'équipe, disons, au travers de l'automatisation. Donc, quelle configuration, quelle organisation peut être trouvée pour intégrer au mieux cette automatisation? Ça inclut également des aspects liés à la formation des équipes au sol et des équipages. Et ça inclut, comme vous pouvez le voir sur le dernier point, un aspect un peu plus sociétal de préparation, disons, à une culture de la sécurité et une acceptance sociétale en vue d'avoir de plus en plus d'automatisation dans le transport aérien. Voilà pour le dernier appel de cette thématique et de la destination 6. Juste avant de vous laisser la parole pour vos questions, juste un point concernant les agendas. Donc nous organisons avec nos collègues du PCN Climat Énergie un 3e webinaire sur la destination 2, cette fois-ci solution intersectorielle pour la transition climatique. Ce sera vendredi prochain à 10h30. Sachez également que tous les webinaires qui ont été organisés par le MESRI, et pas uniquement les webinaires, disons, techniques sur les appels à projets, peuvent être consultés, alors la plupart d'entre eux peuvent être consultés en replay, disons, sur le site du ministère, avec le lien que vous voyez à l'écran. Et pour finir, avec 2 informations d'ordre général également, les infodays de la commission ont aussi été annoncés, et concernant le cluster 5, l'événement aura lieu les 5 et 6 juillet prochains. Dans la foulée, le 7 juillet, vous aurez un brokerage event qui est toujours ouvert à inscription. Si vous souhaitez profiter de cette occasion pour faire du réseautage et créer des liens avec d'autres déposants, c'est la bonne occasion. Et donc pour le cluster 5, donc ce sera aussi dans la foulée des infodays le 7 juillet. Si vous recherchez des informations sur Horizon Europe, n'hésitez pas à visiter le site qui a été mis en place par le MESRI, qui est très riche concernant les appels, concernant les événements à venir,
notamment les autres webinaires organisés par les autres PCN, mais également si vous souhaitez consulter des fiches pratiques juridiques et financières, en complément de toutes les autres informations que vous pourrez retrouver sur les différents sites de la Commission européenne, que ce soit le Funding and Tenders Portal, le dashboard ou encore sur Cordis, où vous pourrez voir l'ensemble des projets qui sont déjà financés. Si vous avez des questions sur cette présentation après le webinaire ou sur la thématique du transport au sein du cluster 5, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pcn-transport@recherche.gouv.fr. Donc nous ferons un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi demander, si vous ne l'êtes pas déjà, à être inscrit à notre liste de diffusion du PCN Transport que nous utilisons pour diffuser des annonces sur des événements comme ce type de webinaire. Et vous pouvez aussi suivre la page du PCN Transport avec le lien LinkedIn que vous verrez sur ce slide-là. Peut-être maintenant, avant de passer au témoignage, pouvons-nous prendre vos questions? Je ne sais pas, Thilo, s'il y avait des questions. Oui, merci Jean-Marc. Je vois une question de la part de Jérôme. Pouvez-vous nous en parler du sujet 6.1.8? Est-ce que cela peut concerner la logistique des chantiers, mise en place des centres de consolidation? Alors, la logistique. Alors, il me semble avoir vu le mot consolidation sur tes planches, sur la 1.8. Là, vous devriez le voir, le 1.8. Alors, par contre, sur la question de la logistique de chantier, je ne l'ai pas en tête. Je vais regarder dans l'appel détaillé, parce que là, comme ça, je ne l'ai pas en tête. Il faut que je regarde dans le détail. Peut-être, Thilo, tu peux prendre une deuxième question pendant que je regarde celle-ci, rapidement. Oui, a priori. Bonjour. Attends. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler comment accéder à ces appels à projets dès l'ouverture prévue le 24 juin? C'est-à-dire, je peux donner la réponse, la Commission européenne va publier sur son site, qui était en fin de nos planches, le site officiel, le programme de travail, que nous allons mettre sur le site également donc, du ministère, du ministère. Donc ça, c'est des documents officiels. Et après, vous allez avoir les liens vers les sites de la Commission européenne qui permettent à la fois de renseigner les informations administratives si vous êtes porte de projet et donc télécharger les programmes de travail. Il est important je dirais presque le draft, il existe certes, il est très 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 proche de la version finale, d'en profiter parce que 24 juin jusqu'au mois d'octobre, ça peut aller vite, d'anticiper aussi un peu la préparation et dès maintenant regarder de plus près dans le programme de travail sans attendre la publication officielle de 24. Donc, à 11h17, certes, il y a une réponse Search Funding Tenders Europe, donc il y a un site web qui est indiqué. Et également, pourriez-vous distribuer les slides? Oui, bien sûr, les planches ont été distribuées aux personnes inscrites au webinaire. Et le draft, c'est indiqué également dans le chat, également disponible sur le site Horizon Europe du ministère. Vous l'avez également, Thilo vous l'a présenté, vous avez le lien en fait. Oui, tu es en bas de planche. Sur le slide numéro 6, vous retrouvez le lien vers la dernière version en fait, en date. Juste 2 points, donc j'ai vérifié très rapidement pour la question concernant la logistique de chantier. Là, comme ça, je ne vois pas de mention en fait à ce sujet-là dans l'appel à projet. Donc je me note de regarder à nouveau dans le détail. Et ça me fait penser à une remarque d'ordre général en fait concernant les
les appels à projets. Si vous avez des questions spécifiques, sachez qu'une fois que les appels sont publiés, un des avantages en fait d'avoir les appels publiés, c'est que vous avez accès à une page en fait sur le portail de la commission qui vous permet de poser vos questions directement à la commission. Donc une petite section FAQ en dessous du descriptif de chaque appel à projet. Et donc vous pouvez envoyer vos questions directement si vous souhaitez faire préciser certains termes en fait de l'appel à projet. Donc une bonne chose à savoir, c'est aussi pour ça en fait qu'au-delà de la date en elle-même d'ouverture de l'appel à projet, il est bon de jeter un œil sur le portail parce que dès que cette date officielle est atteinte, même si votre projet est bien avancé, sachez que vous pouvez poser des questions pour faire confirmer certains points à la commission. Je vois une question aussi. Ah non, tu as répondu, donc oui, les slides seront mis à disposition. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bon, même plus tard, peut-être Oui. on peut passer au témoignage entre-temps. Alors, Monsieur Charbonneau, vous devez normalement pouvoir partager vos slides si vous nous entendez. Oui, ça va? Oui, bonjour. Parfait. Bonjour. Je vais vous partager les slides. Est-ce que vous avez bien accès aux slides? Oui. Très bien. C'est parfait. C'est parfait. Donc, je me présente, Théo Charbonneau. Je suis responsable des projets concernant la sécurité active, donc tout ce qui est système d'aide à la conduite, et puis les sujets qui concernent l'automatisation et la connectivité au niveau de la mobilité pour le groupe. Donc, je propose de commencer par une petite synthèse pour vous présenter le groupe Utaxera Millbrook. Et puis après, je vous présenterai en quelques lignes le projet Brave. Donc en l'occurrence, un projet H2020 qui s'est donc terminé en début d'année passée. Et puis après, on parlera un petit peu de notre expérience passée au niveau de ce projet. Donc pour commencer, Utaxera Millbrook, donc c'est une offre complète de services. Nous sommes présents donc sur plus de 10 pays avec 8 centres d'essais qui comportent donc une trentaine de laboratoires qui sont spécialisés, hein. Ça va donc de la sécurité active à la sécurité passive en passant par la pollution ou les émissions. Et donc si on donne quelques chiffres, c'est à peu près 1300 employés et 173 millions d'euros de chiffre d'affaires au cumulé avec donc Lutaxera et Millbrook, puisque donc nous avons racheté Millbrook l'année dernière. Donc notre présence mondiale nous permet donc de suivre nos clients, et nous avons plus de 500 experts qui permettent d'accompagner nos clients sur toutes les thématiques concernant donc la mobilité. Donc notre offre qui est orientée client, donc elle est à disposition des constructeurs, des équipementiers de rang 1 et de rang 2 bien évidemment. Et puis après, on sait également répondre à la demande concernant donc les thématiques sur les carburants, les fluides, les pneumatiques également. Et puis nous accompagnons bien évidemment les poids lourds, les bus, les tout-terrains et on va dire tout ce qui est partie agricole. Donc finalement tout ce qui comporte des roues, nous est adressé. Nous travaillons également aussi avec les marchés publics et puis la défense. Évidemment, l'idée, c'est donc de travailler sur les mobilités qui existent aujourd'hui et puis d'aller vers les mobilités de demain. Donc finalement, nos secteurs d'activité, quels sont-ils? Principalement les essais. Donc les essais réglementaires, les essais d'homologation, mais également des essais entre guillemets à la carte pour accompagner nos clients. Donc c'est 63% de notre activité. Nous avons également l'homologation, comme je le disais, à 9%. Une activité événementielle sur nos sites de Montlhéry ou de Mortefontaine, et puis également en Angleterre, dans les centres de Millbrook. Et puis, nous avons des activités de qualité de certification. Nous sommes en mesure aussi de proposer donc des audits et de la formation. Et puis, nous avons également une part de marché concernant les véhicules spéciaux.
Donc nos installations en Europe, aux États-Unis et puis au Maroc, en fin 2021. Donc comme je le disais, c'est donc une trentaine de laboratoires qui sont répartis sur, 8 principaux sites, ce qui nous permet finalement d'être présents dans une dizaine de pays et donc de couvrir 66 du marché automobile. Donc en termes de sites d'essais français, eh bien le site d'essai de Mortefontaine, que vous pourriez, connaître techniquement ou, également, le dimanche matin puisque l'émission Automoto elle est tournée sur donc, le site de Mortefontaine. Le site d'essai de l'INAS Montlhéry qui est dédié donc, aux véhicules connectés et automatisés, hein, grâce, au site Tecmo qui a été ouvert en 2019. Et puis nous avons voilà donc une installation à Leyland, le centre d'essai de Millbrook, en Angleterre et puis côté États-Unis, nous sommes donc implantés au Michigan et en Californie et enfin, nous sommes en mesure de proposer des prestations sur des centres d'hiver, hem, grâce à un centre qui est donc en Finlande et également, des essais sur des conditions, chaudes en été, sur le centre, du Maroc qui sera ouvert donc en fin 2021. Voilà un petit peu, les perspectives, sur le groupe Utaxera Millbrook. Et je propose de vous présenter le projet Brave, heu, donc projet H2020 qui, a donc commencé en juin 2017 et qui s'est terminé en février 2020. Donc Brave signifiant, Bridging Gaps for the Adoption of Automated Vehicles. Donc c'était vraiment un projet européen finalement qui visait à, étudier, l'intégration du véhicule autonome, auprès de l'ensemble de la population. Donc l'enjeu de ce projet, vraiment c'était donc de favoriser l'introduction de la conduite automatisée, mais vraiment en garantissant, qu'elle soit acceptée par les utilisateurs finaux, donc les concernés, les conducteurs, mais également les usagers de la route, hein, toutes les personnes qui vont circuler autour de ce véhicule et également les parties prenantes, heu, qui peuvent être donc les constructeurs ou également, les assureurs, par exemple. L'objectif de ce projet européen, ça a été donc, d'améliorer la sécurité et surtout l'adoption par le marché des véhicules autonomes, heu, vraiment en tenant compte des besoins, et des exigences des différentes parties, comme on l'a dit, donc les concernés, les usagers de la route et également les parties prenantes dans leur ensemble. Et l'idée, c'était de garantir que ce véhicule soit intégré en sécurité et surtout en respectant les résultats attendus par le public. Donc là, on a comme exemple sur la partie droite de votre écran donc, une Citroën C4 qui a été utilisée comme, base par une université espagnole, pour développer un véhicule complètement autonome, et qui a donc été éprouvé sur, nos pistes d'essai, en France à Montlhéry, selon un protocole d'essai et puis une fois la validation effectuée, eh bien ce prototype, il a été donc envoyé dans les, rues de Barcelone selon un trajet défini pour voilà un petit peu promouvoir les véhicules automatisés auprès du grand public. Donc ce projet Brave avec, la dizaine de partenaires que vous pouvez voir en bas de votre écran, donc qui vont d'une université espagnole, avec, des laboratoires d'essais, le VTI en Suède et puis, par exemple, également des laboratoires, allemands que sont, Fraunhofer. Donc la méthodologie de ce projet a été découpée selon 5 grands axes. Premier grand axe, donc une étude multidisciplinaire, visant un petit peu à étudier donc les exigences concernant l'utilisation des véhicules automatisés. Donc cette étude, elle a été réalisée selon, 3 axes principaux, donc un axe sociétal, un axe économique et puis un axe un petit peu orienté autour de l'éthique. Ensuite, nous avons travaillé sur, le développement de paradigmes, d'interface homme-machine, vraiment dans l'objectif de combler le fossé qui peut exister entre les utilisateurs, des véhicules qui sont, véhicules équipés de beaucoup d'interfaces, et puis, finalement les technologies d'automatisation qui sont embarquées dans les véhicules. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir des interfaces, des écrans qui soient, extrêmement lisibles, heu, pour le grand public et pour l'utilisateur. Après le troisième axe, donc c'était l'amélioration des systèmes ADAS qui sont aujourd'hui implantés dans les véhicules, dans vos véhicules peut-être, en incluant des nouveaux algorithmes qui soient prédictifs, le but étant de réduire le temps de réaction. C'est-à-dire que plus on va prédire, plus on va agir tôt, forcément on va, réduire le temps de réaction et on va avoir un bénéfice en termes de sécurité. Quatrième axe, donc cela concernait donc, la nécessité de garantir la robustesse et la fiabilité des véhicules, et des systèmes, dans tous les scénarios et puis dans toutes les conditions auxquelles, sera confronté, un véhicule autonome sur nos routes à l'avenir.
Et puis le dernier axe de travail, l'idée c'était vraiment de disséminer ces résultats et de faire évoluer les protocoles de validation, que nous avons aujourd'hui qui sont aujourd'hui implémentés, pardon, et donc de proposer des avancées sur les réglementations et sur les évaluations consuméristes. Donc c'est là, également un des rôles que nous avons eu, Utax Millbrook en tant que laboratoire d'essai et puis acteur de la mobilité française, donc de travailler finalement sur les essais, des systèmes ADAS et les essais de ce véhicule, de ce prototype de véhicule autonome et puis également deuxième axe, c'était donc la valorisation des résultats et vraiment pousser la réglementation, pousser l'évaluation consumériste, vers voilà de l'évaluation, pour gagner en sécurité à terme. Donc finalement nos canaux de dissémination et on en reparlera après, mais c'était finalement comment dire? Un des points clés de ce projet, vraiment d'être en comment dire? En capacité de disséminer les résultats, hein, de faire en sorte que tout ce qui a été fait, puisse être capitalisé par différents, autres organismes, à la suite. Donc côté Utaxeram, nous disséminons, auprès de ce que l'on appelle l'Euro NCAP, qui est donc un organisme consumériste qui vient finalement évaluer les véhicules selon des critères de sécurité. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié différents groupes de travaux, au sein de cet organisme Euro NCAP et nous avons disséminé nos résultats et on essaye finalement de communiquer le plus de choses possible pour faire, on va dire, évoluer la réglementation, et les évaluations. Nous avons également identifié un groupe de travail, dans la, Commission européenne, concernant donc le driver monitoring et également auprès de l'UNES. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un scope assez large et de communiquer autour du projet, autour des résultats. Donc voilà un petit peu, heu, le groupe et puis le projet Brave, dans son ensemble. J'espère que c'est, assez clair pour vous et que vous avez un petit peu compris, si vous ne connaissez pas en tout cas ce qu'était le projet Brave. Si vous avez des questions, je serai évidemment à votre disposition pour y répondre. Heu, Peut-être maintenant l'idée, c'est un petit peu de voir finalement comment ça se passe, quels sont on va dire, quels sont les points positifs et entre guillemets, les points un peu négatifs, là où finalement on a, comment dire, heu, une vigilance assez importante pour faire avancer ces projets. Donc ce qui est, à mon sens très intéressant avec ces projets-là, c'est qu'on a vraiment une création de synergie finalement entre différents partenaires qui n'ont pas forcément d'activité en commun. Donc ça, c'est extrêmement positif, d'être au courant de tout ce qui se passe et de bien connaître, l'écosystème dans lequel on évolue. C'est évidemment la possibilité de connaître des nouvelles entités, de connaître des nouvelles, entreprises et puis aussi en travaillant avec elles, c'est aussi l'idée, enfin p pardon, la possibilité d'appréhender leur stratégie, la façon qu'elles ont de travailler et puis donc de construire, surtout, de l'activité, en commun pour le futur. On a également un axe, je dirais, interculturel qui est extrêmement intéressant puisqu'on va pas généralement, on va pas travailler avec des acteurs franco-français, on va s'ouvrir à l'international et donc là, on a vraiment l'interculturalité qui rentre en jeu, hein, la façon de travailler, la façon de communiquer, donc ça, c'est extrêmement enrichissant et puis surtout, ce qui est important, c'est que en étant plusieurs acteurs et surtout plusieurs acteurs, européens, on va avoir un poids qui sera conféré à notre discours, qui sera renforcé et donc là, on va s'assurer que les résultats, enfin que la communication des résultats soit vraiment, appuyée et que comment dire? Qu'on puisse, disséminer les résultats au plus juste. Donc ça, c'est extrêmement pertinent. C'est d'ailleurs un point qui a été relevé par la Commission européenne concernant la présence du taxeram dans ce projet Brave. C'était vraiment la capacité de disséminer les résultats, auprès des groupes de travaux réglementaires et de l'Euro NCAP. Donc on a vraiment une part importante à faire de la communication sur ces projets et à s'assurer que, bah, différents groupes de travaux, différents projets futurs puissent finalement capitaliser sur ce qui a été fait. Heu, Évidemment, je dirais tout n'est pas rose dans ces projets. Il y a effectivement une coordination qui est importante entre les différents partenaires. Heu, donc là, effectivement, comme je le disais, donc la comment dire? La partie interculturelle, c'est finalement très enrichissant, mais ça peut parfois être un petit peu, on va dire, compliqué à mettre en place, puisqu'il faut gérer, les discours, la façon dont les différentes personnes ont à communiquer en fonction de leur pays, de leurs coutumes, de leurs habitudes. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Heu Parfois, il y a ce qu'on pourrait appeler du travail en silo, c'est-à-dire que
les différents partenaires travaillent de leur côté de façon compartimentée et puis finalement, il y a uniquement des bilans, par exemple semestriels ou des bilans mensuels et puis après on vient, produire un livrable et finalement il n'y a pas trop d'interaction entre les différents partenaires. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. L'idée, c'est vraiment heu, d'avoir des réunions assez, comment dire? Assez constructives et assez récurrentes pour travailler ensemble et puis de partager les résultats. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment à mettre en place et il faut s'assurer que ça puisse être fait. Hem, Bien évidemment, dans ce genre de projet européen, il y a une certaine lourdeur administrative, du lancement du projet jusqu'à heu, la «réalisation» entre guillemets du contrat et puis à l'exécution des tâches. Donc effectivement, une certaine lourdeur administrative qui peut parfois, imposer d'avoir, comment dire, une personne qui soit un petit peu détachée sur la partie administrative, du groupe, technique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites dans vos organismes. En tout cas, c'est des choses que l'on a fait de notre côté, hein. C'est-à-dire que lorsque ce projet a été lancé, on a une première passe administrative qui consiste finalement à étudier, les clusters, on va dire, construire la dynamique entre les différents, interlocuteurs, les différentes entreprises les différents partenaires, voilà, de ce projet et puis après, une fois qu'entre guillemets «le contrat il est signé» et bien après on rentre dans l'exécution technique, et donc là généralement on peut avoir effectivement une équipe technique et une équipe vraiment administrative. Évidemment, on a également, sur cette partie administrative des reportings techniques, des reportings financiers qui sont à faire pour, la Commission européenne, qui permettent de monitorer le projet. Donc ça effectivement, c'est également une certaine lourdeur. Donc ce qu'il est important, c'est de bien, «planifier» entre guillemets dans son comment dire? Dans la construction du projet, dans, la construction en termes de volume de ressources humaines, de bien, prévoir du temps pour, produire ces reportings techniques financiers majoritairement. Ça, c'est des choses assez importantes. Hem, Bien évidemment, et vous n'êtes pas sans le savoir, bien évidemment, sur ce genre de projet, hein, surtout des projets européens où ce sont donc des projets assez lourds avec beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de partenaires. Heu, Généralement, il y a une petite décorrélation entre la construction du projet à son début et puis, ce qui est réalisé de façon opérationnelle finalement, pendant les différentes années. Donc ça, c'est important de le conserver en tête, hein. C'est un petit peu de savoir ce qui est entre guillemets «formalisé» dans le contrat et puis ce qu'on va vraiment réaliser, sur le terrain, comme il y a parfois quelques biais. Donc il faut vraiment avoir une bonne connaissance du contrat, connaître les objectifs, les livrables finaux et être, comment dire, en capacité heu, de s'adapter sur le terrain et puis voilà, de s'assurer que les objectifs soient bien atteints. Donc ça, c'est une partie assez importante et puis après, un dernier point aussi qui est également une difficulté, heu, c'est entre guillemets, c'est de transformer la recherche, en réalisation industrielle. C'est s'assurer que les prototypes, que les études qui ont été faites, puissent avoir vraiment une application industrielle dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose qui, nous a tenu à cœur dans ce projet Brave avec tous les partenaires, hein. C'est-à-dire que, ce qui a été fait finalement, c'est la conception d'un prototype de véhicule autonome. Heu, donc ça, c'est la recherche. Finalement, qu'est-ce que la réalisation industrielle? Eh bien, c'est la mise au point d'un véhicule entre guillemets «de série», heu et puis de la commercialisation. Donc bien évidemment, on ne peut pas le faire nous-mêmes, on ne peut pas le faire, uniquement avec nos partenaires, il faut le faire de façon large avec tous les constructeurs. Mais c'est pour ça que les résultats des projets, ces résultats de recherche, on a un intérêt à les communiquer auprès des différentes instances, auprès des constructeurs par exemple ou des équipementiers, pour alimenter, leurs études à eux et puis, vraiment basculer sur de la réalisation industrielle dans le futur. Donc ça voilà, c'est vraiment une difficulté, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et puis c'est très valorisant de se dire que la recherche, d'aujourd'hui, ou la recherche d'hier, ça devient vraiment les réalisations de demain. Donc ça c'est, une difficulté, mais c'est extrêmement important à surmonter et puis ça peut se faire et pour surmonter ces difficultés, finalement, c'est de la communication, en fait. C'est vraiment de la communication entre les différents partenaires et avoir aussi également une stratégie à long terme. Voilà un petit peu les difficultés que nous avons pu rencontrer sur le terrain, hem, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ces projets sont, comment dire? Extrêmement enrichissants, puisqu'on a vraiment une synergie entre différents partenaires que nous ne connaissons pas forcément au début et puis on a cette, notion d'interculturalité qui est extrêmement important, et c'est ce qui nous aide finalement à aller de l'avant.
et puis à construire des projets pour donner des suites à ce qui est lancé en projet H2020. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup Théo. Témoignage très intéressant. Je trouve il y a énormément de sujets très importants qui ont été mentionnés. Donc merci beaucoup. J'espère que ça donnera un bon éclairage aux participants aujourd'hui, parce que c'était vraiment très complet. Je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas dans le chat. Non, juste un petit commentaire concernant les partenaires internationaux. Donc, a priori, non, ils ne sont pas financés par la Commission européenne, sauf si c'est très stratégique et plutôt pays émergents, on va dire. Et là, ce qui est explicitement mentionné dans le programme de travail, c'est des partenariats avec les Américains ou Japonais. Donc, c'est plutôt les pays G7 émergents. Donc, ils doivent apporter leur propre financement. Après, forcément, en concertation avec les partenaires européens, il faut que les financements arrivent à peu près en même temps, ce qui est difficile dans cet exercice avec un partenaire à l'international. Pour vous laisser quelques instants si vous avez des questions, soit sur les appels, soit sur le témoignage qui vient de nous être apporté. Bien. On dirait que nous n'avons plus de questions. Alors, les événements de réseautage. Le 7 juillet, pour ce qui est du cluster 5, je peux vous repartager l'information. Voilà, donc dans la foulée des Info Days de la commission, vous avez un événement le 7 juillet dédié au cluster 5. Donc une précision apportée par notre joker Pierre sur le financement des États associés et des États tiers sur le chat. Donc ceux qui passent une convention effectivement avec la commission peuvent être financés. Ce sont des cas assez particuliers en fait, si les pays sont mentionnés ou non dans les appels, si les pays ont passé ou non des conventions avec la commission. Donc au-delà des pays qui sont officiellement des pays associés, effectivement, il faut regarder au cas par cas. Oui, il y a une différence entre États associés et tiers. Associés, c'est des pays comme la Norvège ou la Suisse qui sont en Europe, ou la Turquie qui ont des conventions. Après, à l'international, c'est vraiment au cas par cas. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore Théo pour ce témoignage, très intéressant. Et alors j'espère pas uniquement pour nous, mais aussi pour l'ensemble des participants. Avec grand plaisir, merci de m'avoir donné l'opportunité de témoigner pour vous. Il y a une question concernant